Bonjour à tout le monde, bon début de week-end surtout, bon courage à vous tous, à ceux qui regardent surtout cette vidéo. Ce matin, je vais parler un peu de quelques problèmes que nous avons généralement dans notre vie. Il m'arrive souvent de mener des réflexions sur l'origine de tant de problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui, l'origine des difficultés de vie que nous avons, l'origine du stress, des pleurs, des grincements de dents, du moins tous les problèmes que les gens arrivent aujourd'hui. Je me demande depuis combien de temps tous ces problèmes naissent. Et aujourd'hui, je vais revenir un peu plus sur la question féminine parce que c'est une question cruciale de notre société. Il y a quelques jours, je demandais à certaines dames avec qui on discutait de savoir depuis combien de temps les femmes sont devenues des êtres à aider. Vous savez, l'un des plus grands problèmes de notre société est aussi que la femme n'a pas su prendre la place qui est la sienne, peut-être pas parce qu'elle a voulu, mais la mutation directe du monde traditionnel que nous avons connu vers le monde moderne a fait à ce que la femme est devenue un être très fragile et fragilisé dans la société moderne. Et aujourd'hui, je me dis que c'est cette fragilité de la femme-là qui est à l'origine de l'ensemble des problèmes de notre société. Parce que quand je vois aujourd'hui peut-être les femmes qui pleurent, les femmes qui se plaignent, rien ne marche, les mariages qui ne durent plus 2 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Les gens se séparent, les gens se marient, et même les femmes qui restent dans les couples, elles restent malgré elles, elles pleurent, elles se plaignent de ci et de ça, et on se dit, et tout cela a commencé depuis quand? Vous savez, l'absence de la sociologie dans une société est un véritable danger pour cette société-là. Et les sociétés africaines aujourd'hui font justement face à l'absence de la critique sociologique, c'est-à-dire que nous avons des intellectuels qui, malheureusement, ne parviennent plus, à faire le boulot, qui ne questionnent plus la société, qui n'apportent plus les solutions aux problèmes de la société. Alors, la femme a commencé quand à devenir un être qu'on va assister. Nous avons grandi dans des familles au village, dans des familles où c'est la mère en fait qui était le moteur de la famille. C'est la mère qui allait au champ, c'est la mère qui préparait, c'est la mère qui allait au marché vendre les fruits du champ. C'est la mère qui s'occupait des enfants, c'est la mère qui lavait les enfants, c'est la mère qui berçait les enfants, c'est la mère qui devrait encore répéter les enfants le soir, c'est la mère qui se souciait de l'avenir de l'enfant, c'est la mère qui demandait. Alors la femme était au centre de tout dans la société et le père était juste un costaud toto, voilà, s'il faut dire comme ça, qui galvanisait le titre de chef de famille, mais qui dans la réalité n'était pas un véritable soutien à part d'apporter son influence pour structurer la famille et mieux organiser les choses. Et cette société-là marchait. Ma mère, on allait au champ très tôt le matin à 6 h, c'est en rentrant le soir que ma mère allait faire le repas. Et le rôle de mon père était de donner peut-être 5000 francs pour acheter 10 litres d'huile pour tout le mois et peut-être intervenir lorsque les enfants sont malades, peut-être intervenir lorsque maman devait accoucher. Mais quand le problème n'était pas crucial, ce n'était pas le problème du père. Alors, quelle est cette société où c'est à partir de quand que les femmes sont devenues des êtres à soutenir, des êtres à aider, des êtres à porter au point où certaines marchent en cherchant les hommes qui vont bien s'occuper d'elles. Alors, je me dis que ça fait partie des origines des problèmes cruciaux de notre société. Parce que quand la femme cesse d'assumer ses responsabilités sociales, d'assumer ses responsabilités familiales, tout se fragilise. Alors, j'ai regardé les frustrations puisque je reçois dans mon bureau tous les jours des couples, des hommes, des femmes qui viennent se plaindre des situations. Et je me rends toujours compte que c'est cette société où il faut s'occuper de la femme, où la femme commence à revendiquer un ensemble de droits qui est à l'origine. En fait, c'est cette façon de penser la société-là qui a créé tous ces problèmes. Alors, je me suis dit, pourquoi les mariages ne durent plus? Les mariages ne durent plus parce que la pauvreté aussi de notre environnement a conçu un ensemble d'égoïsme. Un jour, on m'a interpellé, c'était même pas au Cameroun, sur la question de l'acte d'état civil.
Voilà, de l'acte d'état civil, c'était un jour de 8 mars. Dans un pays très loin de chez nous, où j'avais participé en tant que panéliste sur un débat sur la protection sociale de la femme. Et puis, je demandais que si tu épouses un homme et que vous vivez dans un studio, dans une chambre en carabote en location, et qui te fait l'acte d'état civil, je veux savoir à quoi peut bien servir cet acte d'état civil-là. Est-ce que les femmes ne sont pas en train de confondre l'acte de mariage au mariage? Est-ce que les femmes ne confondent pas l'acte d'état civil à la conscience du mariage, qui est d'abord une question de responsabilité, de conscience et d'acceptation? Alors, dans une société où la pauvreté gangrène et que les gens pensent à un moment donné qu'il faut protéger, parce que on a beau me convaincre en fait sur les bienfaits de l'acte d'état civil, je me dis que les actes d'état civil, voilà, l'acte d'état civil est né dans une société occidentale très égoïste où les gens ne voulaient pas structurer de manière traditionnelle les choses et pensaient que sur la base des bouts de papier, ils peuvent arranger les couples. C'est pour cette raison que moi, j'ai toujours considéré l'acte d'état civil comme un acte de protection des biens de la famille. Alors, une famille qui n'a pas de biens n'a pas besoin d'un acte d'état civil. Alors, je suis surpris aujourd'hui de voir les pauvres gens qui brandissent des actes dans des mairies et qui montrent le dans des voitures louées pour aller après vivre dans des sous-quartiers, dans des cabanes, et que la femme commence à revendiquer un ensemble de droits, un ensemble de principes sous prétexte qu'elle est madame telle, alors qu'elle ne déjeune pas le matin. Alors c'est cette société-là que moi j'ai refusé. Alors moi j'ai dit, les gens devraient beaucoup plus travailler sur l'autonomie financière de leurs femmes, tout en leur construisant une conscience de mariage qui les permet de rester la femme de leur mari, même après avoir réussi financièrement. Alors, à la base, tout est faussé dans la société. Tout a été raté. Le discours qu'a tenu les intellectuels, les penseurs de la société, les leaders n'étaient pas un discours qui nous aide, qui nous amène à construire la véritable société dont nous avons besoin. Donc, revenons donc sur la société de nos parents, la société de nos mamans, où tout marchait, où la mère était au centre de tout. La mutation alors a eu lieu quand? Pour que la femme devienne un être qu'il faut aider, pour que la femme devienne un être qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, on a commencé à présenter la femme comme un être vulnérable. Alors, est-ce que vous savez que dans les sociétés africaines, lorsqu'on chassait une femme du mariage, on ne mettait pas une autre femme dans sa maison. Vous voyez jusqu'où la société était structurée. C'est-à-dire que lorsqu'on chassait une femme du mariage, on ne mettait pas une femme dans sa maison. La maison restait vide. Alors, est-ce que vous savez le pourquoi la maison restait vide? La maison restait vide parce que c'était d'abord sa maison. C'était sa maison. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le piège d'une société moderne, gangrénée par la pauvreté et la surpopulation, où les hommes sont condamnés à vivre dans une même chambre avec la femme. Et puis ils se disent que c'est le modernisme, c'est l'amour, parce qu'ils ont vu à la télé, parce qu'en Occident, lorsqu'on épouse une femme, il faut vivre dans une chambre avec elle. Mais est-ce que vous pouvez imaginer combien de fois le fait de dormir sur un même lit avec sa femme du 1er au 31 de janvier en décembre peut être un poids moral et psychologique pour l'homme et la femme elle-même? Est-ce que vous connaissez combien de problèmes de couple se créent à cause du fait que même au moment où les gens ont besoin de tranquillité et du calme pour digérer un ensemble de frustrations et d'aléas de la vie, tu es condamné à te réveiller dans la nuit et regarder autour de toi, voir la même femme. Alors quand j'ai commencé à dire cela, les gens m'ont dit non, tu veux nous ramener à l'ancienne époque. Je dis mais quand vous prenez l'ancienne époque dont vous considérez être l'époque des barbares, avec la nouvelle époque qui est votre époque moderne, vous voyez que les êtres humains les plus heureux vivent dans quelle époque? Ce sont les êtres humains de l'époque d'hier. Alors, il vous est souvent arrivé de rentrer du boulot le soir, après une journée chargée où les affaires n'ont pas marché, vous avez été peut-être blâmé par la police, par les impôts, par un partenaire véreux qui est parti avec votre argent, et que ce jour-là, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Vous voulez rentrer dans votre extrême solitude afin de pouvoir digérer, afin de pouvoir vous refaire des idées.
Et quand vous débarquez chez vous le soir, vous êtes condamné à dormir sur le même lit avec quelqu'un qui ne comprend pas déjà vos problèmes, qui ne comprend pas déjà votre situation et qui vous dit, bébé, j'ai envie de toi, et bébé, pourquoi tu as fait ci, bébé, pourquoi tu as fait ça, et tu claques, tu commences à dire, tu lances une parole du genre, depuis que j'étais épousé, ma vie n'est que source de problèmes. C'est le début d'un couple qui va vivre des difficultés, qui va vivre l'inattendu, qui va vivre des mésententes. On va aller faire des réunions familiales, on va faire les réunions d'amis, on va aller chez le service social, on va rencontrer les conseils ici et ça ne changera pas. Alors, j'ai passé mon temps à scruter dans la société sur ces questions. J'ai même commencé l'écriture d'un livre appelé Physiologie du mariage dont les gens attendent tant. Ça fait déjà 2 ans que j'attends ce livre. Mais je me dis que je dois tellement l'enrichir parce que c'est un bien que je vais laisser à la postérité dans la mesure où le futur sera encore plus difficile. Alors, j'ai commencé à demander qu'est-ce qui peut amener les hommes à vivre dans une même chambre, sous un même lit avec leurs femmes. Et je me suis rendu compte que c'est aussi encore la pauvreté. C'est que tu es à Douala, tu ne peux pas te louer, déjà te construire une maison, tu ne peux pas louer une grande maison, tu es obligé de louer un studio, une chambre, un salon. Et une fois, puisque tu es obligé aussi de te marier et de faire des enfants, tu es condamné alors à vivre avec ta femme dans la maison. Alors quand on a muté la société comme ça et qu'on n'a pas donné les outils psychologiques et intellectuels aux habitants de la même société pour comprendre que les données ont changé et pour leur expliquer le comportement d'un homme, les difficultés que va rencontrer un homme, une femme qui vivent maritalement et condamnés à dormir sur le même lit dans la même chambre avec leurs femmes. J'ai regardé la société comme ça. J'ai vu une autre cause très directe des frustrations de la société, des problèmes cruciaux de la société. La pauvreté, au-delà de la pauvreté, parce que les gens parfois lorsqu'ils ont des problèmes ne peuvent même pas imaginer les origines. À l'époque, j'habitais dans un quartier à Douala appelé Mboko. Il y a beaucoup de gens de Mboko même qui regardent ce direct. Et j'ai lu au niveau du pont en fait dans une mini-cité en Carabote. Ma chambre était au milieu, c'était une chambre en planche. Il y avait 2 autres studios des 2 extrémités de la mini-cité. Alors dans les 2 autres studios, il y avait des couples qui y habitaient. Ces hommes n'étaient jamais heureux. Je ne comprenais pas le pourquoi ils étaient toujours fâchés, toujours frustrés. Et alors, j'ai grandi sans comprendre, mais je me demandais toujours si le mariage causait autant de tristesse. Et un jour, par hasard, j'ai demandé à l'un de m'expliquer profondément ce qui fait que chaque matin, il n'est pas heureux. Il y avait parmi eux un monsieur, il était licencié en lettres et il exerçait comme tacleur au machin Kouloulou. Il m'a dit, Fautine, tu sais ce que ça fait lorsque tu veux faire l'amour à ta femme la nuit? Tu ne fais pas parce que tu imagines qu'un petit cri, le voisin va comprendre. J'ai commencé à réfléchir. Ça dit que tu as envie de faire l'amour à ta femme, tu ne fais pas. Parce que le voisin va connaître, va comprendre les cris, les gémissements de ta femme. Puis encore, louer une chambre avec une femme et 3 enfants. Tu ne peux pas faire l'amour librement à ta femme. Et le matin, tu es fâché. Tu es frustré. Dans la société, rien ne marche. Tu attaques tout le monde. Tu es contre tout. Tu n'acceptes rien. Tu n'es plus d'accord avec quoi que ce soit. Evelyne, tu es comme dans les pays froids, le couple dort côte à côte pour se réchauffer. C'est ce que tu penses. C'est la pauvreté. Pour moi, c'est la pauvreté. Dans les pays froids, si quelqu'un a ses moyens, il met du chauffage à haut degré et il habite. Je ne parle pas ici des couples qui dorment côte à côte ou qui dorment séparés. Je scrute la société. Je pénètre à l'intérieur de la société et j'essaie de comprendre les problèmes de la société. Alors, je revenais pour dire ceci tantôt. Que hier, les femmes dans nos sociétés étaient la matrice même de la société. Elle était le vilebrequin de la société. C'est elle qui faisait fonctionner la société. La mutation a eu lieu quand? Depuis quand nos femmes sont devenues des êtres à supporter? Alors, quand tu as épousé une femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison, qui ne fait rien, qui attend que tu apportes la nourriture, tu apportes l'argent des garnitures, tu apportes l'argent de son rouge à lèvres, tu donnes l'argent de ses traits, tu achètes ses vêtements, tu envoies l'huile à sa maman. Ça frustre, ça crée des frustrations. Ça fait à ce que tu souffres de pression. Parce qu'il n'y a rien de grave. À 15 h, ta femme commence à te demander, mais bébé, tu rentres à quelle heure? Mais bébé, tu rentres quand?
Et il est 17h, tu n'es pas rentré. Mais elle le dit parce qu'elle n'a rien à faire et tout son passe-temps, c'est toi. Et les gens on nous fait croire que c'est ça l'amour. On nous fait croire que c'est ça l'amour. Que l'amour, c'est une femme qui s'amourage, qui s'embrasse, qui donne les baisers. Et puis, hier, on a éclaté des rires chez moi parce que j'ai dit que l'homme qui n'a rien appelle sa femme même 20 fois par jour. L'homme qui n'a rien, qui n'assume pas. Qui est sur l'homme qui n'assume pas. Il appelle sa femme 20 fois par jour. À 13h, il appelle sa femme ma mère. Ma mère, c'est comment? Ouais, tu sais, ça ne tourne rien. Parce qu'il veut donner 800 francs d'argent de nourriture. Mais un homme qui sait qu'il assure chez lui. Le matin, il dit au revoir chérie, il s'en va. Si c'est à 22h qu'il a fini son boulot, il rentre, il dit bonsoir chérie, ça va, les enfants, ça va, la maison, ça va, on dit oui, il se couche, il dort. Alors, les gens confondent alors le type d'amour proposé sous l'effet de la pauvreté avec l'amour réel, qui est un amour qu'on assure. Alors, la femme qui ne fait rien, la femme qui attend tout de son mari, non seulement elle frustre son mari jusqu'à la fin, mais aussi et surtout, parfois, elle est à l'origine de beaucoup de problèmes de couple, de beaucoup de frustrations. Et vous êtes souvent arrivé de passer dans des snack bars le soir. Vous voyez des papas, voilà, qui sont assis là, il est 21h, il est 22h, il ne peut pas rentrer chez lui, il est dépassé, il est devant une bière depuis 18h, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il ne peut pas payer la scolarité des enfants, parce que. Mais le problème de fond, en fait, n'est pas seulement ça. C'est aussi que sa femme ne peut pas apporter un plus. Donc je ne parle pas pour incriminer les femmes. Je dis que certaines femmes même ne partent pas travailler parce que c'est l'homme qui a demandé. Parce que c'est l'homme qui pense que la place de la femme est à la maison pour garder les enfants, pour s'occuper des enfants. Mais à quoi bon? Je vois des femmes qui racontent des histoires du genre l'enfant a besoin de la chaleur. Vous vivez dans une société de rêve ou quoi? Vous vivez dans une société de rêve. Alors, on est dans quel type de société actuellement? On est dans une société où chacun doit scruter lui-même l'origine de ses problèmes et apporter des solutions sans toutefois demander le regard des autres. Moi, j'ai souvent dit à qui veut m'entendre que moi, personnellement, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Je construis ma maison, je construis la maison de ma femme et puis je reste tranquille. Même si c'est dans la même concession. Parce qu'il y a des jours où je rentre, je ne veux voir personne. Il y a des jours où elle rentre, elle ne veut voir personne. Il fut un temps où la femme de mon ami venait tous les jours chez moi se plaindre. Ouais, ton ami n'est plus attentionné. Ton ami me fait l'amour une fois par semaine. Ton ami, même les bises, il ne donne plus. Ton ami, c'était toujours des plaintes, toujours des pleurs, toujours des accusations. Et tous les jours, j'étais appelé à régler les conflits. Parfois, c'est au village, dans la famille, qu'on allait régler. Parfois, chez les amis. Et puis, un jour, je dis à mon ami, tu sais, il me dit non. Je dis, il faut occuper la femme là. Dès que tu vas occuper la femme là, ça va régler le problème de ton couple. Mon ami est allé au marché Dakar, il a acheté un petit espace, il a posé un conteneur et il a chargé avec des petits produits de beauté, il a remis les clés à sa femme. Elle sortait de la maison à 6h45 pour ouvrir à 7h30 et c'est à la fermeture du marché à 17h30 qu'elle quittait Dakar, elle arrivait à la maison dans les 18h, 18h30 avant de faire la nourriture. Alors, quand elle finissait la nourriture dans les 20h, c'est à 21h que mon ami lui rentrait de son boulot. Et quand elle finissait la nourriture à 20h, elle était hyper fatiguée, elle se couchait. Même les une fois par semaine que mon ami voulait faire l'amour, il n'y avait plus moyen. Et quand il touche, ouais chérie, ouais, tu sais que je travaille beaucoup, je suis fatigué. Et sois compréhensif. Le mariage, c'est la compréhension. Tu sais, ta femme se bat aussi pour le bien. Vous voyez, aujourd'hui, ils forment un couple heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils s'embrassent à tout bout de chemin. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils se donnent des bises le matin et le soir. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils s'envoient des SMS, 30 SMS par jour. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils partagent leurs photos. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils partagent les vidéos pornographiques pour montrer les positions qu'ils vont essayer le soir. Non. Ils sont désormais heureux, non seulement parce que l'un ne frustre plus l'autre, mais aussi et surtout parce qu'ils parviennent à résoudre les problèmes de leur famille, les problèmes de leur ménage. Et ils forment alors un couple heureux. Ils forment un couple heureux. Et mon ami là pour moi est devenu un modèle d'enseignement parce qu'à chaque fois qu'on est entre nous les amis, à chaque fois que j'ai fait des séminaires sur l'orientation, les problèmes de la société et ainsi de suite, je demande toujours qu'il arrive parce que quand il donne son témoignage, il dit bon regarde,
Un temps, vous vouliez divorcer, vous étiez au village déjà, ta femme disait qu'elle n'en peut plus, il n'est plus attentionné, il a les femmes dehors, il a ci et ça. Alors quand je demande à sa femme que, est-ce que tu sais que ton mari semble avoir les copines, elle me répond que ça fait quoi? C'est son problème. Parce qu'elle est capable de faire un bénéfice de 5 000, 10 000 francs chaque jour. Elle envoie lui à sa mère, elle envoie ses enfants à l'école. Alors, les femmes que vous les voyez bagarrer au carrefour, que vous les voyez frustrées, malades, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas sûres d'elles. C'est parce qu'elle se pose la question de savoir comment les pauvres 3 000 francs que son mari gagne le soir, elle va encore partager ça avec une autre femme. Elle se demande comment son mari peut gagner seulement les 3 000 francs le soir et chercher une maîtresse alors que la maîtresse va aussi manger dans les mêmes 3 000. Alors une femme qui a du charisme, qui s'en sort, elle construit une confiance dans son esprit, dans sa conscience, elle se contente de son foyer et puis elle évolue avec son homme. Parce que les gens qui veulent comprendre et apporter des solutions à tous les problèmes de la société sont les personnes les plus frustrées, les plus furieuses, les plus malheureuses de notre société. Et ce sont ces personnes frustrées, furieuses et malheureuses qui forment donc la société que nous voyons aujourd'hui où tout est devenu mauvais, personne n'est heureux, aucun couple n'est heureux, les gens se mentent à eux-mêmes, les gens font semblant du bonheur, mais quand tu pénètres les êtres profonds, tu sens de l'amertume, de la déception de la vie, de la cruauté, tu sens de la haine envers la nature. Chers frères et sœurs, faites très attention. Les gens vous diront, bon Fautine, toi pourquoi tu aimes toujours parler de la polygamie? C'est le problème de notre société. J'aimerais aussi revenir sur cette question de polygamie. Un jour lors d'un séminaire, des femmes, j'ai des femmes là que je les appelle les femmes ambitieuses, c'est un groupe de femmes que j'avais formé, nous sommes toujours ensemble, j'essaie tout de les orienter. Je les avais dit un jour, les dames, imaginez qu'après ce séminaire, vous arrivez à la maison le soir et votre mari vous dit qu'il a pris une deuxième femme. Oh, monsieur, c'est qu'on va voir, je vais divorcer, monsieur. Elles ont même failli me battre. Elles m'ont même détesté certaines. Après, je dis, bon, ok, j'oublie le débat et puis on continue la formation. 2 jours après, je leur pose la question. Les dames, si votre mari vous remettait une boutique au marché central, une ligne d'achat de marchandises à Dubaï avec un billet d'avion en main, il vous remettait une mini-cité constituée de 10 appartements. Il vous dit que c'est pour vous. Donc ça vous appartient. Et puis il veut prendre une deuxième femme. Qu'est-ce que vous faites? Bon, monsieur, si c'est ça, ça va aller. Bon, si c'est comme ça, on peut comprendre. Alors, vous comprenez que parfois les gens pensent avoir même intégré la société moderne. Il y a des égoïsmes qu'on peut construire, on ne s'en rend pas compte. Il y a des choses que la pauvreté, des mentalités que la pauvreté développe, on ne s'en rend pas compte. C'est pour cette raison que lorsque vous dites aux gens, voilà la 20e femme de Foto Victor, les jeunes filles répondent, mais elle est chanceuse, hein. Voilà la 3e femme de Samuel Eto'o, wow, elle est chanceuse, hein. Voilà la 3e femme de Kadi, wow, elle est chanceuse, hein. Mais voilà la 2e femme de Fautine Zanjou, hey, Fautine a déjà 2 femmes, bon. Vous voyez un peu cette mentalité? En fait, à chaque fois que vous développez une réflexion, posez-vous toujours la question de savoir si j'avais 10 millions dans ma poche, est-ce que j'allais réfléchir ainsi? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez je vais défendre, mais que vous ne défendez pas dans le fond. Il y a une autre cause extérieure, exogène à la réflexion que vous développez qui vous amène. Ça fait partie des problèmes de notre société. Et pour un sociologue comme moi, il m'arrive souvent de regarder les êtres humains et d'éclater de rire. De regarder les êtres humains et d'éclater de rire. D'éclater de rire, pourquoi? Parce que les gens vivent un monde qui n'est pas le leur. Donc tu vois des gens qui sont malheureux dans leur peau, qui sont malheureux dans leur sang. Tu vois les femmes qui sont malheureuses. Mais elles font croire aux gens qu'elles sont heureuses juste pour satisfaire le regard, pour satisfaire la pensée collective, pour satisfaire la conscience collective, ainsi de suite. Alors que le vrai monde dans lequel vous devez vivre est le monde qui vous construit un bonheur intérieur. C'est le vrai monde dans lequel vous devez vivre. Le monde qui vous construit un bonheur intérieur. J'ai vu des femmes refuser d'être deuxième femme d'un homme pour aller être maîtresse d'un homme marié. On voit des choses comme ça chaque jour dans nos sociétés. J'ai vu des femmes refuser d'être deuxième femme d'un homme pour aller sortir avec un homme qui vient de se marier. Et puis elle dit que je préfère être maîtresse que d'être deuxième femme parce que quand je suis maîtresse, je suis quand même libre de jongler. Ce sont des conneries.
Mais elle le fait pourquoi? Elle le fait parce qu'on les a déjà dit que non, je ne peux pas être deuxième femme. Et puis parce que c'est les deuxième femmes, ses amis vont se moquer d'elle. C'est les troisième femmes, ses amis vont se moquer d'elle. Alors la question la plus importante dans la vie, c'est de savoir si tu es marié, si tu as la voiture, si tu as une maison, si tu as une entreprise, si tu as les enfants. Toutes ces questions ne sont pas des questions cruciales pour un être humain. La question la plus importante que les personnes qui t'aiment et qui sont conscientes te poseront toujours, c'est: est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Et quand tu arrives à répondre à une telle question, ça veut dire que tu as compris ton problème. Mais les gens ne te demanderont jamais si tu es heureux. Les gens vont demander: est-ce que tu as déjà acheté ton terrain? Dès que tu dis oui, on dit bravo. Est-ce que tu t'es déjà marié? Dès que tu dis oui, on dit bravo. Est-ce que tu as déjà les enfants? Dès que tu dis oui, on dit bravo. Mais est-ce que le terrain, la maison, les enfants, le mariage, est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que tous ceux qui ont la maison, les enfants, les femmes sont heureux? Oh, les gens devraient mettre dans leur tête qu'on ne vient pas sur la terre pour souffrir. On vient sur la terre avec un but: être heureux, puisqu'on ne vit pas longtemps. Moi quand mes épouses se plaignent souvent: oh, faut-il, je dis que vous savez pourquoi vous me faites rire? Elles disent non. Je dis: vous me faites rire parce que d'ici 50 ans, moi, je ne serai même plus vivant. Donc d'ici 50 ans, je serai mort. Et si d'ici 50 ans, je ne suis pas mort, je ne servirai à rien. Donc je serai un être qu'on porte d'un point mais à l'autre. On donne à manger, il mange. Alors pourquoi je dois me casser? Pourquoi vous vous cassez même? Tu discutes un mari jusqu'à tu veux tuer quelqu'un alors que le mari a déjà 50 ans. D'ici 20 ans, le mari ne peut même plus monter sur toi. Il ne peut plus rien faire. Tu discutes alors quoi? Tu discutes d'une femme jusqu'à tu veux tuer quelqu'un alors que la femme a déjà 30 ans. D'ici seulement 25, elle ne peut même plus te faire des enfants. D'ici 30 ans, même si tu montes sur elle, elle ne ressentira plus rien. Elle sera déjà fatiguée, elle sera une maman. Alors, vous venez sur la terre, faites comme si la terre vous appartenait. Vous venez sur la terre, faites comme si vous vivez votre vie pour satisfaire le regard des gens. Vous venez sur la terre, faites comme si vous vivez votre vie pour que les autres vous observent. Non. On vit sa vie pour construire un bonheur à l'intérieur de soi. On vit sa vie pour construire le bonheur de sa famille. Et construire le bonheur de sa famille ne voudrait pas dire que tu vas faire ce que ta famille te demande. Épouse une femme, amène-la à Douala, laisse-la à la maison parce qu'elle doit s'occuper des enfants. Les enfants ont besoin de la chaleur maternelle, ainsi de suite. Non. Sachez que la construction du bonheur est une œuvre indépendante de chaque personne. La construction du bonheur est une œuvre volontaire de chaque personne. Elle est volontaire, elle est indépendante et elle est propre à chaque individu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de théorie de bonheur qui puisse exister, à part la théorie qui vous demande de faire ce que votre cœur vous demande. Mais évitez aussi que le cœur soit manipulé par des intentions exogènes, par des pensées exogènes, que les moteurs qui motivent votre prise de décision soient des moteurs qui échappent aux réalités de votre propre être intérieur. Donc, vous, chers amis, devez tout simplement comprendre, à travers mon direct ce matin, que tout ce dont vous avez besoin dans votre vie pour être heureux est à l'intérieur de vous-même. Et quand vous dites que vous voulez construire votre bonheur, rassurez-vous que c'est un bonheur qui va durer, parce que un bonheur qui dure le temps d'une éjaculation n'est pas un bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir conçu un bonheur, mais qui en réalité ont satisfait le regard des uns et des autres. Par exemple, tu es jeune, tous tes amis sont mariés, et puis quand tu les vois s'amouracher sur TikTok, et tu te dis que non, ils sont très heureux. Toi-même, tu avais mis dans ta tête que tu vas te marier dans 3 ans après avoir fait ci, ça. Tu savais le pourquoi tu disais ça. Et comme tous tes amis sont mariés et tu les vois s'amouracher, tu décides aussi de te marier dans la précipitation. Tu prends alors une femme que toi, tu n'aimes même pas. Ou une femme qui ne respecte même pas tes conditions. Mais tu te maries quand même parce qu'on t'a dit qu'il n'y a pas de vraies femmes. Donc toutes les femmes sont pareilles. Épouse ta part, tu supportes. Et tu prends alors la femme, tu mets à la maison. Tu penses que tu peux supporter la femme. Chaque jour tu regardes ta propre femme, tu es dépassé. Tu dis, ah mais qui m'a même envoyé épouser ça? Les gens te font croire que tu peux supporter parce que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est ça. Toutes les femmes sont belles. La beauté, on te raconte des histoires. Et
Après, tu es frustré, tu es fâché, tu ne peux plus rien. Parce que tu te disais, je veux qu'on suit, je veux aussi être heureux. Parce qu'avant qu'on se marie, on est heureux. Donc, quand vous êtes un être humain, quand vous regardez autour de vous, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de tant de problèmes dans la société. Et quand vous allez trouver les réponses qui sont à votre disposition ou pas, quand vous allez demander, quand vous allez vous interroger et quand vous allez prendre des conseils, cela vous permettra d'éviter de commettre des erreurs, d'éviter d'être comme ces gens-là que vous les voyez. C'est comme si la vie les a dépassés. Pourtant, les choix qui sont en train d'hypothéquer leur vie sont leurs propres choix, dont ils avaient fait sur la base de construire le bonheur. Mais ils avaient oublié que les gens se battent dans la plupart des temps pour satisfaire le regard des autres et cela les détruit le cœur, cela les fane le cœur. Les gens se battent parce que papa va dire quoi, maman va dire quoi, les amis vont dire quoi. Et on dit non. Dès que tu veux te plaindre, tu dis non, c'est aussi ça le mariage. Tu as une femme à la maison qui te rend la vie difficile. Tu as un mari qui te bat, qui te fouette, qui te manque du respect, qui t'humilie, qui te rabaisse à zéro, qui ne veut pas te voir évoluer. Et quand tu vas expliquer les problèmes de ton mariage aux gens, ils te disent non, supporte, c'est aussi ça le mariage. Il faut supporter, il faut supporter. Ouais, le mariage c'est comme ça, Mélissa. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas mieux dans un foyer. Mais il n'y a pas mieux dans un foyer parce que notre société a raté la construction des bases de la société. Notre société est faussée. C'est pour cette raison que la chose la plus importante dans la vie que chaque personne devrait chercher, le mari le plus important de la vie est un mari conscient. La femme la plus importante est une femme qui a juste une conscience. Donc le mari le plus important n'est pas parce que... Bon, regardez un autre problème de notre société. Quand tu demandes à un homme, par exemple, quelle est la plus grande chose que tu attends d'une femme? On te répond la fidélité. Non, si tu es une femme fidèle, c'est que ça va. Ou une femme, quelle est la plus grande chose que tu attends de ton mari? La fidélité. Si tu es un mari fidèle, c'est que ça va. Bon, quand j'écoute souvent ça, même si j'étais en train de boire ma bière dans un bar et que quelqu'un dit, si une femme est fidèle, c'est que c'est la plus bonne femme. J'achète encore une bière, je bois et dis, ouais, les pauvres. Les gars ne comprennent même pas ce qui les arrive. Bon. Regardez alors comment, dans la recherche des femmes et des maris fidèles, les gens se sentent piégés, très piégés, et vivent dans des illusions. Parce que quand tu recherches un mari fidèle, le mari se bat donc à te donner une illusion de fidélité. C'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il est fidèle, il fait tout et tout pour que tu ne découvres jamais qu'il est infidèle. Et il se base donc sur cette illusion de fidélité pour te rationner 1200. Et puis quand tu dis à tes amis que mon mari ne cherche jamais les hommes, même s'il n'a pas l'âge, il est quand même fidèle à moi. Or, moi je dis à mes soeurs que moi je préfère un mari qui envoie ses enfants dans une bonne école, dans une vraie université, qui fait manger un vrai repas à la maison, qui paie tous les factures, mais qui est infidèle. Mais qui est infidèle. Et donc qui après avoir épousé toi ma soeur, il a une maîtresse. Moi je le préfère qu'un mari fidèle qui se rabaisse fidèle, mais qui ne peut pas payer la scolarité des enfants. Vous voyez? Donc les gens ont oublié l'essentiel dans leur vie. Et un jour, je demande à une de mes copines que bon, est-ce que tu peux donner, elle était bagantée. Tu peux donner la définition, tu peux traduire fidélité en bagantée. Tu veux traduire fidélité en bagantée, elle ne connaît même pas. Je dis, en fait, c'est quoi la fidélité? Un homme fidèle, ça veut dire un homme qui t'épouse en 2021. Et il vit avec toi jusqu'en 2060 sans chercher une autre femme, c'est ça? Elle me dit oui. Je dis que c'est tout ce que tu recherches, elle me dit oui. Je dis que même s'il est violent, même s'il est idiot, même s'il est con et il est fidèle, ça te va? Elle dit non, je n'ai pas dit ça. Je dis que mais intéressez-vous à l'essentiel. Lorsqu'une femme est allée en mariage, elle a un but. C'est que si elle a fait des enfants, son plus grand souhait est de voir ses enfants être scolarisés, être éduqués, orientés et réussir leur avenir. Pour moi, c'est ça l'objectif d'une femme qui est allée en mariage.
L'objectif d'une femme qui allait en mariage, je répète, c'est être scolarisée, c'est de faire des enfants si à jamais Dieu lui donne des enfants. C'est qu'elle voit ses enfants être scolarisés, être éduqués et obtenir une vie décente capable de faire des mariages de son vivant. C'est ça l'objectif d'une femme qui allait en mariage. Alors, les femmes vont en mariage et cherchent un homme fidèle. D'autres cherchent un homme qui a les coups de rein solides. En fait, les gens quittent l'essentiel de la société. Et c'est cette société moderne-là qui cause tout ce que vous voyez dehors là. Personne n'est plus heureux sur la terre. Et pourtant, on peut bâtir notre vie autrement. On peut bâtir notre vie autrement. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités de la vie. Les priorités de la vie. Parce que la vie n'est qu'une question de priorité. On ne peut pas tout obtenir. Si tu obtiens un mari riche, il sera peut-être méprisant, arrogant, absent et infidèle. Tu obtiens un mari pauvre, il sera sexuellement puissant, il peut te donner même 30 coups, mais tes enfants vont rester à la maison sans aller à l'école. Tu obtiens un mari beau, il peut avoir être beau, mais il a la faiblesse sexuelle, il rationne quand même. Tu obtiens un mari qui est, je sais pas quoi, ainsi de suite. C'est ça la vie. Bon, maintenant, on définit ses priorités, ce dont on a d'abord besoin pour évoluer. Alors, quand je vais vers une femme, qu'est-ce que je cherche en priorité? C'est ça qu'on recherche, puisqu'on sait qu'on ne va pas tout obtenir. La priorité, c'est que moi, j'ai besoin d'une femme qui est attentionnée, qui est calme, qui ne me pose pas trop de questions, qui me laisse faire et puis elle apprécie. C'est tout. Si elle a déjà ça, moi, je reste tranquille. Alors, vous qui voulez une femme fidèle là, et que c'est votre objectif là, si une femme se marie même à vous, et elle ne triche plus jamais, cela vous apporte même quoi? Les gars, moi si une femme se marie à moi, elle ne me trompe jamais. Je veux savoir ce que ça m'apporte de plus. Bon, j'ai vu une autre bêtise de la société. J'ai vu un jour un monsieur qui est mort. Il est mort et on était à son deuil. Après, une de ses copines est venue au deuil. Sa femme s'est levée à attaquer la bagarre. Le gars est déjà mort. Donc le gars est déjà mort. Sa copine vient au deuil. Sa femme lève le veuvage pour attaquer la bagarre. Et les deux louaient dans un studio. Dans un studio. Les deux louaient dans un studio. J'ai demandé à mon ami qui était la soeur de la femme qu'elle va finir de bagarrer. Après, elle va habiter où? Pardon. Ouais, les gars, pardon, excusez-moi. C'est pas que je suis villageois, excusez-moi. C'est juste en fait que parfois la société nous fait rire. Les gens viennent sur la terre oublier l'essentiel. Et ça nous fait marrer, ça nous fait marrer. Ça me détend souvent quand je vois de cette situation. Vous voyez jusqu'où les gens vivent un monde qui n'est pas le vrai. Donc tu es marié dans un studio, il n'a même pas été capable d'acheter un terrain parce que la vie était difficile. Il meurt, il te laisse avec 2 enfants et son corps est couché au sol. Une femme arrive, elle pleure et on dit voilà, c'était sa maîtresse, c'est la fille dont je te parlais là. Tu te lèves, tu signes sur ses cheveux. Est-ce que c'est elle qui a tué ton mari? Est-ce que c'est elle qui a tué ton mari? Non. Tu bagarres, le corps est au sol. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui les intéresse? Parce que je me dis que si tu es un homme qui connaît te donner le respect, qui te donne ta place,
qui se bat pour que tu sois en sécurité. Si tu es un homme qui se bat pour ta santé, qui se bat pour les enfants, qui comprend les problèmes de ta famille, je pense que c'est l'homme qu'il te faut. Je pense que c'est l'homme qu'il te faut. Le reste que les gens racontent là, ce sont des détails. Oui, un homme doit être fidèle, un homme doit être attentionné. Oui, on a besoin d'un homme fidèle, attentionné, amoureux, qui envoie 10 SMS par jour, qui donne des baisers à chaque bout de... On a besoin de tout ça. Mais il y a la vie qui crée ces conditions. Il y a l'environnement qui crée ces conditions. Il y a les problèmes de la vie qui créent le pas de conditions. Et quand nous sommes donc dans une situation de vie, comme chaque personne a sa situation de vie, chaque personne a sa situation de vie, on doit savoir que ce dont nous avons besoin à l'intérieur de notre cœur peut toujours ne pas être satisfait à cause des conditions de la vie, malheureusement. On peut malheureusement avoir besoin de vivre une vie de rêve, comme beaucoup de jeunes filles qui rêvent vivre l'amour de Novelas, qui veulent vivre comme ce qu'on voit à la télévision, qui veulent un gars qui est beau, qui va à la plage, qui va à la piscine, mais qui malheureusement tombe sur un mari qui est matelot et qui va en mer, rentre après 2 mois. On a le choix, soit de rester avec lui, soit de divorcer. C'est aussi ça la vie. Alors, ne marchons pas dans la rue pour faire déjà avec des frustrations. Parce que nous avons construit un monde de fantômes qui nous effraient. Parce que nous avons construit des principes qui nous détruisent. Parce que nous avons développé des intentions qui nous fragilisent, qui nous fendent le cœur. Donc, c'était un peu ça le message de ce matin. Construisez votre bonheur vous-même. Intéressez-vous à ce qui est essentiel. À ce qui est essentiel. Je n'ai pas dit à ce qui est important. Je n'ai pas dit à ce qui est utile. À ce qui est essentiel. Battez-vous à sourire. Battez-vous à sourire parce que le sourire, pour moi, est la seule preuve qu'on s'aime soi-même. Le sourire, pour moi, est la seule preuve qu'on s'aime soi-même. Battez-vous à sourire. Pas rire parce qu'on veut tromper le regard des autres. Mais sourire parce que lorsqu'on est couché sur son lit le soir, on sourit. Sourire parce que l'on est capable d'accepter et d'être satisfait de ce dont on a choisi. Sourire parce qu'on est capable d'assumer nos choix. Sourire aussi parce que nous avons utilisé notre sens de discernement et notre intelligence pour faire les meilleurs choix de notre vie. Donc, beaucoup de courage à vous. Je sais que c'est difficile, mais gardons le calme. Je vous aime les gars.